Tout le monde est revenu, merci. Donc on va enchaîner la deuxième partie de cette matinée. On va continuer de se questionner, notamment parce que tout ce dont on parle s'inscrit dans ce qu'on appelle les industries culturelles, il ne faut pas l'oublier, qui est aujourd'hui un univers en pleine mutation. Et donc nos deux nouveaux invités de ce matin vont nous éclairer sur ces questions-là. En particulier parce qu'on parle de diversité et on a essayé de construire une réflexion sur cette question-là depuis hier. Mais les acteurs ont un poids extraordinaire dans la façon d'aborder cette question-là et l'économie est très présente. Donc à ma droite, Olivier Dufour qui va prendre la parole dans un premier temps, notamment pour nous expliquer l'évolution des droits et du marché des droits télévisuels autour des problématiques qu'on soulève depuis hier. Rapidement, Olivier, qui est un informaticien de formation, en fait, je dis une bêtise, ouais, qui a été directeur de toute la partie digitale de Bein Sport jusqu'à il y a quelques mois, qui est donc consultant à l'heure actuelle en attendant d'autres univers professionnels qui vont probablement arriver. Qui donc a son entreprise de consultant, est au cœur de toutes ces questions-là, les a vécues d'abord pour des clients qui étaient justement ces groupes de télévision notamment, mais pas que, les groupes de télécommunications aussi, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, Olivier Dufour et Pascal Golomer qui nous a rejoint aussi ce matin, qui est donc directeur adjoint du service des sports de France Télévisions, de la rédaction des sports. Okay. Alors, vous êtes à France Télévisions depuis bientôt 30 ans, enfin 27 ans, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, avec une particularité qui nous intéresse au-delà de toutes les compétences qui sont les siennes actuellement, c'est quelqu'un qui ne vient pas forcément spécifiquement du sport à la base, puisque vous avez occupé un certain nombre de fonctions de journaliste opérationnel, grand reporter, vous avez été en poste, si mes souvenirs sont bons, à New York, Pékin, oui. Vous avez occupé les fonctions aussi de directeur de la rédaction de France Télévisions. Des rédactions et de l'info. Ouais. De France 3, voilà. Donc, qui, au regard de ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le traitement du sport à la télévision et sur France Télévisions, a aussi tout son parcours antérieur de journaliste qui s'est occupé des questions économiques, de journaliste qui s'est intéressé à un certain nombre de problématiques sociétales et autres. Donc c'est pas uniquement un regard de sportif, non. Ou de journalisme de sport, pour reprendre l'expression. On dit pas trop, on évite de dire journaliste sportif. Fabien Ville, qui est là dans la salle, a institué le terme plutôt de journaliste de sport. Voilà, donc on va commencer par écouter Olivier, et ensuite je vous invite, c'est pas que je veux pas faire mon travail du tout, mais n'hésitez pas à poser des questions, à lancer le débat, parce que nos deux intervenants précédents sont restés, et on voit toute la profondeur de discussion qu'on peut avoir grâce à la présence de ces diverses expertises. Olivier, je te laisse. Merci Christophe, bonjour à tous. Alors, effectivement, moi, aujourd'hui, je voulais parler un petit peu de l'évolution du contexte d'allocation des droits sportifs et de leur retransmission. Alors, pourquoi ? C'est pas tant pour le plaisir d'en parler, mais c'est que vraiment, on est à la veille de bouleversements et de modifications structurelles quasi tectoniques dans les modèles classiques. Jusqu'à présent, et ce sur les sans doute 2 dernières décennies, Richard en a parlé, le modèle était relativement simple, des détenteurs de droits qui allaient toquer à la porte des broadcasters, qu'ils soient publics et de plus en plus ensuite payants, récolter le plus d'argent possible, et ces broadcasters, ma foi, mettaient en image les droits et les donnaient à voir, principalement sur leurs antennes. Ce cadre-là est en train d'être très fortement bouleversé. Il y a des nouveaux entrants qui viennent s'inviter à la table des négociations.
Et c'est important pour l'industrie en général, c'est important pour vous en tant que futur journaliste, parce que les pratiques journalistiques, dans une certaine mesure, vont peut-être se déplacer des champs traditionnels où elles étaient ces derniers temps vers de nouveaux acteurs, et je pense en particulier aux GAFA, bien évidemment, et même les ligues elles-mêmes, qui de plus en plus, grâce aux facilités de l'Internet, de la distribution OTT, peuvent s'auto-distribuer et en tout ou partie court-circuiter purement et simplement les canaux de valorisation classiques que les télés représentent. Donc c'est une chose, et pour raccrocher ça aussi à la thématique de ce colloque, on l'a vu hier, si les efforts pour une meilleure diversité et une meilleure couverture dans le domaine sportif passent par les rédactions, il est important de comprendre que les rédactions vont peut-être être impactées par ce bouleversement dans la chaîne de valeur. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Donc, le statu quo et l'existant jusqu'à présent, c'est celui que je décrivais il y a une seconde. Un détenteur de droit, l'exemple de tout à l'heure, c'était la Première Ligue. La Première Ligue va voir Sky, la Première Ligue va voir BT. Et ils se font un Yalta des matchs et on retrouve ça sur leurs antennes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et sous l'impulsion des pratiques qui se sont développées initialement aux États-Unis, on voit qu'il y a une diversification et une multiplication des opportunités de valorisation. Valorisation en termes d'image et de couverture journalistique, et puis plus prosaïquement, diversification en termes de revenus financiers pour les ligues, qui commencent à aller toquer non plus seulement à la porte des broadcasters, mais aussi à la porte des GAFA, et qui commencent à s'autoproduire et à s'autodistribuer elles-mêmes. Les exemples sont typiques aux États-Unis, la NBA, la NFL. Les plus grosses ligues ont aujourd'hui vraiment un mix de médias licensing qui repose alors encore de manière prédominante sur les networks, que ce soit à travers les Fox Sports, les ESPN et consorts. Et quantitativement, c'est difficile à dire précisément, et ça peut varier d'une ligue à l'autre. Mais avant, c'était 100% de valorisation des droits sur ces canaux-là. Aujourd'hui, on est plutôt à 75-80%. Et systématiquement, ces acteurs-là vont aller chercher les GAFA, et vont aussi aller chercher des opportunités d'autodistribution avec les NBA Pass, avec les NFL Pass, la NHL pour le hockey, c'est exactement pareil. Alors, étonnamment, les acteurs plus européens, donc l'UEFA, les ligues nationales, que ce soit la Première Ligue, la Liga, la Bundesliga, la Serie A, etc., la Ligue 1 également, sont restés plutôt timide, mais on est vraiment à la veille de bouleversements, et chacun aiguise ses couteaux en coulisses pour se positionner sur ces nouvelles formes de distribution. J'ai quelques anti-sèches, quelques exemples juste pour illustrer. Alors, la Ligue 1 en France se positionne un petit peu, et ce depuis plusieurs années, sur la distribution à travers les GAFA et sur YouTube. En particulier, il y a un magazine hebdomadaire Ligue 1 qui est exclusivement sur YouTube. Le football américain college, la Ligue Ivy aux États-Unis, et sur Twitter, la NFL, et sur Amazon Prime. On pourrait en citer ainsi une longue liste. Et c'est également amusant de voir le poker menteur des fois qui s'établit. La PGA, donc l'association de détenteurs des droits pour le golf professionnel, acteur historique depuis plus d'une décennie de Sky sur les 4 tournois UK, dans le cadre de la nouvelle négociation. Alors chacun y va de ses petites déclarations par voie de presse, etc. Et c'est vraiment pour faire monter un petit peu les enchères et le poker. Mais la PGA a déclaré de son partenaire historique Sky
qui est quand même le mastodonte européen de la Pay TV. On en parlait tout à l'heure. En France, on parle, les derniers chiffres communiqués par beIN, c'est 3 millions d'abonnés. On est sans doute un petit peu plus que ça maintenant, mais voilà, c'est dans ces ordres de grandeur. Canal, on est à 5. Bon, Sky, on est à 10. C'est pas une puissance de 10, mais c'est quand même x2. C'est un mastodonte qui a une capacité de valorisation des droits qui est quand même exceptionnelle, en ce compris sur la filière digitale à travers ses propres canaux digitaux. Le PGA a déclaré dans le nouvel appel d'offres, on cherche un partenaire plus global. Sous-entendu, Sky n'est plus un partenaire global. Et il y a eu une longue expectative autour de l'hypothèse où la PGA aurait pu licencier ses droits à Twitter et finalement est retombée sur un schéma plus classique puisque c'est BT qui les a emportés. Mais donc on voit vraiment ces acteurs, que ce soit dans la communication ou dans la réalité des deals qui sont passés, qui se positionnent. Et ça a un impact tout à fait direct sur la structuration de la chaîne de valeur, et même opérationnellement. Aujourd'hui, alors là, on est à la veille vraiment de quelque chose qui pourrait être tectonique. On est dans la période de renouvellement des droits de la Première Ligue pour le prochain cycle. Et des acteurs comme Amazon Prime et Facebook sont réellement pressentis pour se positionner et sont tout à fait crédibles pour emporter certains, en tout ou partie, certains lots et certains matchs pour une distribution et une diffusion exclusive sur leur plateforme. Facebook est passé à un cheveu d'emporter. Alors, c'est pas très populaire en France, évidemment, mais c'est le sport numéro 1 sur certains territoires, et notamment sur le sous-continent indien avec le cricket. Ils ont quand même mis 600 millions d'euros sur la table pour les droits digitaux. On était à un cheveu de rafler la mise, et c'est un broadcaster national finalement qui les a récupérés. Mais ça va monter en puissance progressivement, et je pense que ça va se stabiliser ainsi, et dans les années à venir, ça sera un mix donc entre broadcaster, plateforme GAFA et support organique développé par les ligues elles-mêmes. L'impact est réel sur les rédactions, et du coup la question de la diversité qui a été abordée hier, aujourd'hui, et qui va continuer de l'être pendant ce colloque, et dont on sent que de forts enjeux, c'est pas le seul lieu, mais en tout cas les rédactions sont un lieu de cristallisation des efforts en faveur de la diversité. Et ben, ces rédactions, elles vont devoir évoluer. Allez faire un tour sur la page facebook.com/careers. Vous mettez comme mot-clé sports. Vous y allez aujourd'hui, vous y retournez demain, il y aura de nouvelles annonces demain, et ainsi de suite. Et surtout, alors ça c'est pas d'hier, ça fait à peu près une paire d'années qu'on trouve chez ces acteurs des GAFA des opportunités en termes de sport, mais c'est plutôt des opportunités précisément en termes de négociation de droits, en termes d'animation de partenariats, et donc des postes assez high level. Et puis progressivement, on voit apparaître sur le radar des postes de plus en plus opérationnels, des postes de journalistes, des postes de production. Parce que c'est une chose d'aller bider, comme on dit en anglais, pour des droits sportifs, mais après, ces plateformes digitales, ce sont des plateformes digitales, chaque support a ses spécificités, et évidemment, le traitement éditorial, les formats ne vont pas être les mêmes, et donc un Facebook, un YouTube ou un Amazon qui récupère les droits, s'ils vont diffuser le format linéaire d'un événement sportif, ont maintes opportunités sous forme de couverture différentes, plus sociales, plus interactives, mobilisant du multicam, mobilisant des instant highlights pour donner à voir les actions, non pas le résumé du match à la fin du match, mais chacune des actions pendant le déroulé du match. Tout cela sous-tend de nouvelles pratiques de production, de nouvelles pratiques journalistiques et éditoriales. Et donc on sent les opportunités se déplacer vers ces acteurs-là, et donc je pense que c'est vraiment à prendre en compte, à suivre de près, et en particulier dans la dynamique de faire émerger plus de diversité sur tous ces six supports, qu'ils soient traditionnels, télévisuels ou sur ces nouvelles plateformes. Merci Olivier.
Allez-y, allez-y. Vous avez, tu as soulevé un certain nombre d'éléments là qui vont, je pense, nourrir la suite de nos discussions. Et je me tourne vers Pascal Golomer pour. Oui, normalement c'est à la fin. Oui. Mais ça va rester chaud, Patrick. Ne vous inquiétez pas. Et hybride. On va dire hybride. Hein. On n'est pas tous complètement universitaires, on n'est pas tous complètement journalistes, on est un peu au milieu de tout ça. Voilà, c'est la question de la diversité et de l'hybridation des genres. Pascal Golomer, dans tout ce qui a été soulevé ici, je pense que... Alors, je vais raconter l'anecdote de ce matin. Ce matin, c'est vous qui nous avez signalé les choses. L'équipe fait plusieurs pages sur justement cette question des droits et la question des milliards en jeu derrière tout ça, les implications en termes de position des divers acteurs actuels. Quand vous entendez Olivier décrire le paysage, dans votre position à vous, j'imagine que déjà ça vous inspire des réflexions. Peut-être qu'il y a une arrière-cuisine que vous connaissez évidemment mieux que nous, que vous ne pouvez pas forcément livrer ici. Mais voilà, quand on entend hier, et je fais le lien avec la diversité tout de suite, mais on n'est pas obligé de s'y tenir dès maintenant, mais on entend tous les efforts que produit France Télévisions en tant que groupe autour de ces questions-là, mais enfin, on sent que les choses peuvent aussi vous échapper, mais pour des raisons qui sont totalement différentes, qui sont des questions financières, de droit. Voilà, comment ça se vit de l'intérieur quand on est dans votre position ou dans celle d'un cadre de France Télévisions qui est impliqué dans ces discussions-là. Bon, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je laisserai un petit peu de temps pour Patrick, hein, je le rassure. C'est un sujet très large. Moi, je précise juste que la position qui est la mienne aujourd'hui au sein de la direction des sports, c'est de m'occuper de la partie éditoriale, donc de produire tous les contenus éditoriaux que vous allez pouvoir regarder sur les différentes antennes et pas sur les supports numériques où on a, pour le coup, une rédaction numérique. On n'a pas fusionné l'ensemble pour l'instant, en tous les cas. Néanmoins, c'est sûr que c'est un sujet de préoccupation, l'arrivée de nouveaux acteurs, le fait de voir des montants astronomiques affichés lorsqu'il y a des appels d'offres et que des sports majeurs et des ligues majeures remettent en jeu pour 2 ans, 3 ans, 4 ans leur championnat. En l'occurrence, je ne suis pas sûr du tout que l'arrivée de nouveaux acteurs amène davantage de diversité dans les sports proposés au public ces différents supports. On le voit bien aujourd'hui que les gros appels d'offres concernent les sports majeurs parce que c'est un levier pour tel ou tel nouvel opérateur pour faire venir du public, pour avoir des nouveaux abonnés dans le cas de SFR. Avec le modèle économique, il ne peut pas se baser sur une multitude de sports et de niches, de petites communautés qui vont venir voir tel ou tel sport. Le jeu se fait sur quelques sports majeurs. Et pour le coup, nous, les questions qu'on peut se poser en tant que groupe public, donc avec de l'argent public, c'est quel est notre rôle dans cette partie-là devenue planétaire, du coup, avec des acteurs majeurs comme les GAFA qui ont des centaines de milliards à pouvoir investir. Ils ont du cash comme personne n'en a sur la planète. Donc ils bouleversent complètement le paysage, effectivement. Donc quel est notre rôle ? Est-ce que c'est d'essayer de jouer un peu notre partie avec des arguments qui ne sont pas faciles à trouver. Alors si ce n'est peut-être... L'exposé de Richard était intéressant parce qu'il se trouve que le groupe France Télévisions a tout un réseau régional avec des chaînes régionales et on évoquait la Bretagne, moi j'évoquerai la Corse, je l'évoquais tout à l'heure en marge parce que il se trouve que Via Stella, qui est une chaîne de plein exercice en Corse, avec un financement public, pas simplement France Télévisions, mais aussi des collectivités territoriales, etc., propose des retransmissions de matchs en langue corse. Donc voilà, on commence à avoir des petites niches comme ça, et ça peut être une piste pour d'autres matchs. Les stations premières outre-mer, donc Réunion, les Antilles, diffusent l'intégralité de la Coupe du Monde sur leur territoire, parce qu'il peut y avoir des négociations qui se font localement pour tel ou tel territoire. Donc on peut être un acteur comme ça sur des niches,
Mais globalement, quel est notre rôle? Est-ce que c'est de se positionner sur le football, sur le rugby? On voit la partie, comme elle va être compliquée à jouer sur les Jeux Olympiques de 2024, puisque les droits appartiennent aujourd'hui à ceux qui les ont achetés au CIO, en l'occurrence le groupe Discovery, qui possède Eurosport et qui aujourd'hui cherche un acheteur et ne fera pas de sentiment. Il ira chercher l'acheteur qui mettra le plus gros chèque sur la table. L'argument service public, diffuseur historique, je ne pense pas que ce soit très pertinent pour Discovery. Il verra ce que chaque groupe en clair, puisqu'il faut que les Jeux Olympiques soient diffusés en clair, en tout cas une partie, un certain nombre d'heures soient diffusées en clair sur la France. On aura une multitude d'acteurs et pour France Télévisions, compte tenu des contraintes budgétaires aussi qu'on connaît, ça va être compliqué de jouer notre partie. Alors est-ce qu'il faut qu'on se positionne là-dessus ou est-ce que notre rôle c'est avant tout de donner une certaine exposition à toute la diversité du sport en France, toutes les disciplines qu'on peut qualifier? Il y en a un certain nombre qui sont qualifiés de cette manière-là, de haut niveau. Donc on va en avoir 150. Est-ce qu'on doit être spécialisé dans la diffusion des sports, certes avec compétition internationale, mais qui restent avec des audiences modestes pour une chaîne généraliste comme France 2 ou comme France 3? Est-ce qu'on peut arriver à faire les deux? À proposer, comme c'est le cas aujourd'hui, des retransmissions, à peu près 50 sports différents sur les différentes chaînes de France Télévisions tout au long de l'année, ce qu'aucun groupe en clair ne fait aujourd'hui en France. J'ai le groupe TF1, c'est football, rugby, hand. La finale de hand qui va acheter, qui va faire des millions de téléspectateurs. Mais vous n'aurez pas sur le groupe TF1 une retransmission de l'aviron de mer que Patrick va commenter ce week-end. Voilà, ça c'est la spécificité de France Télévisions. Alors est-ce qu'on peut à la fois faire cela et se positionner sur les Jeux Olympiques de 2024, sur ce qui fait aujourd'hui notre réputation aussi, Roland Garros pour le tennis, le Tour de France pour le vélo, le tournoi destination en rugby, c'est une difficulté, mais on pense que le sport arrive à drainer un tel public, générer une telle émotion, faire un lien entre les différentes communautés, les différentes générations, que ça reste la vocation d'un groupe public que de se positionner sur ces événements-là et d'assurer tout au long de l'année, pas simplement sur une soirée de foot ou une soirée de rugby, mais tout au long de l'année à travers une multitude de programmes, et pas simplement du direct, des magazines, d'explorer tel ou tel sport, de la haute compétition à la pratique amateur. Et ça, c'est notre vocation, on pense. Donc on doit rester un acteur sur ce terrain-là, sur l'achat de droits, même si les montants font parfois froid dans le dos. Et puis rester fidèle à notre vocation qui est d'exposer une multitude de sports. Je précise juste d'ailleurs que depuis l'année dernière, France Télévisions a signé un partenariat avec le CNOSF, donc le Comité national olympique français, pour, sur plusieurs années, exposer, donc promouvoir les sports olympiques qu'on ne voit souvent qu'une fois tous les 4 ans. Alors, on citait le curling tout à l'heure. Oui, il y aura du curling sur France Télévisions à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver. Et dans ce partenariat, ça nous donne l'occasion, régulièrement, sur les différentes chaînes, de proposer des directs, des retransmissions en direct, des highlights ou des résumés dans certains cas, de sports qui ne voient pas, enfin, qui n'accèdent pas à une antenne linéaire le reste de l'année. Malgré la multiplicité des acteurs, l'arrivée de nouveaux acteurs même, ces sports-là n'ont aucune chance d'être diffusés sur l'une des pay TV ou l'un des GAFA qui pourrait se positionner à coût de milliards de dollars sur le football ou sur le tennis ou le golf ou le rugby. Donc on reste fidèle à cette vocation-là. Donc il faut réussir à gérer les deux. Merci. Patrick, je monte jusqu'à vous avec le micro.
Si, parce qu'on est diffusé. Et donc, et en fait, il y a une traduction, donc je dois monter jusqu'à vous. Je te remercie. Bon, bonjour à tous. Non, je voulais réagir par rapport à ce qu'a dit Pascal à l'instant, et puis surtout l'intervenant précédent, dont je ne me souviens plus du prénom, qui m'excuse. Il faut que j'aille où, là? Je me décale, là, ici, là, tu préfères? Voilà. Donc je voulais juste remarquer, parce que là on est avec des étudiants en journalisme, c'est les journalistes de demain qui sont là, et je voulais vraiment les interpeller par rapport à ça, parce que là on parle de droit, on parle d'argent, on parle de milliards, on parle de machin, on parle de GAFA, beaucoup d'anglicisme d'ailleurs, bizarrement. Mais moi je voudrais juste vous dire un truc, c'est votre avenir là, c'est votre avenir qui joue aujourd'hui. Quel type de journaliste vous allez être demain ? Moi, je suis un peu un ancien du gaz. Là, ça fait 30 ans, plus de 30 ans que je suis dans le circuit. J'ai commencé avec une certaine considération du métier de journaliste. Et aujourd'hui, je vois l'évolution du métier. Alors, je ne parle pas pour ma consoeur de Ouest France qui fait toujours effectivement le journalisme de terrain qui me semble être l'essence même du métier. Mais je parle par rapport à tous ces contrats qui coûtent énormément d'argent et qui donc... oblige le journaliste à avoir une certaine attitude par rapport à ces contrats. Alors Pascal ne peut pas le dire parce que c'est un patron, mais moi je peux le dire parce que je suis moins dans la hiérarchie. Mais aujourd'hui, on n'est plus forcément journaliste. Dans ces cas précis, on devient des animateurs. C'est-à-dire que les droits ont été tellement importants en termes d'acquisition qu'on n'a pas le droit de dire d'un match que c'est de la merde, qu'on s'ennuie. Donc on est obligé quelque part de valoriser des choses qui quelquefois ne méritent pas d'être valorisées. Donc quelque part on s'auto-censure et on s'éloigne un peu de ce qu'est le journalisme. Je prends juste un exemple rugby. Bon, nous on est sur le rugby, mais on n'a pas le feuilleton du rugby qui est le top 14, que moi je suis d'une manière assez assidue. Depuis des années et des années. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, le rugby a considérablement évolué de par le modèle économique qui sous-tend le rugby aujourd'hui, qui essaye de venir un peu concurrencer le football. Et aujourd'hui, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que le rugby, qui était avant quelque chose d'assez amateur, d'assez ludique, etc., où on avait des avants qui avaient un peu de gras autour du ventre, et qui se chamaillaient un peu en mêlée. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça le rugby. Aujourd'hui, le rugby, ce sont des athlètes qui pèsent 130 kilos, qui font 1m90 ou 2 mètres, qui sont hyper entraînés au niveau physique, qui ont vraiment une condition physique exceptionnelle et qui se rendent dans l'art, qu'il n'y a plus de l'art d'ailleurs, qui se rendent dedans d'une manière extrêmement violente, je veux dire. Et aujourd'hui, le rugby, clairement... moi je parlais avec un entraîneur l'autre jour, un entraîneur de haut niveau, et le mec il me disait la prochaine étape du rugby c'est la mort en direct. C'est-à-dire qu'on attend qu'un acteur du jeu meure en direct sur le champ parce que les chocs sont tellement violents, les protections sont tellement minimalistes qu'un jour il va se passer ce drame-là et qu'il faudra bien qu'on réagisse. Et nous, en termes de journalistes, alors je ne parle pas des gens de France Télé, parce qu'en l'occurrence, là, le top 14, ce n'est pas nous qui l'avons, mais moi, quand j'entends les commentaires de mes confrères, j'ai peur, parce qu'à aucun moment est mis en exergue ce danger qui est un danger énorme. Et je me dis... qu'est-ce qu'on ferait nous? Est-ce qu'on ferait mieux forcément nous? Alors effectivement, on a Stade 2, on a Tout le Sport, qui sont des émissions qui existent encore aujourd'hui. Pour combien de temps, j'en sais rien, mais qui existent encore aujourd'hui, les magazines multisports, où on peut encore faire une enquête sur les commotions cérébrales au rugby, sur des choses comme ça. Mais de plus en plus maintenant, avec l'augmentation des droits et avec la nécessité de spectaculariser les droits qu'on a mis en exergue, parce que tout à l'heure, il y avait des étudiants qui parlaient de l'audience, mais effectivement, aujourd'hui, c'est quoi? Un bon journaliste, c'est quoi un bon journaliste en télé? C'est un mec qui fait de l'audience. Je veux dire, parce que je me fais un peu l'avocat du diable, mais on va rarement te dire « t'as super bossé ». On va rarement te dire « c'est formidable ce que t'as fait ». Par contre, ce qu'on va te dire, c'est « ah putain, t'as fait une bonne audience, toi ». Donc, la confusion des genres fait que on est en train d'assister à une modification structurelle hyper importante de votre boulot, de notre boulot et donc de votre boulot. Et moi, c'est ça que je voulais mettre en exergue, parce que derrière les chiffres,
derrière cette volonté d'acquérir toujours plus cher des événements sportifs, il y a une modification structurelle du métier qui me semble importante. Et par rapport à ce que disait Pascal tout à l'heure, et qui me semble absolument capital, c'est cette notion de jamais oublier notre notion de service public, c'est-à-dire qu'effectivement, on doit spectaculariser un certain nombre de choses, et on va le faire encore à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver, même si ce sera compliqué vis-à-vis du décalage, etc., du décalage horaire. Mais aussi, on a une autre mission, c'est de mettre la main sur des choses importantes. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous courez un peu, vous faites un peu de sport, mais il faut que vous sachiez que par rapport à 40 ans en arrière, vous avez perdu 40% de votre capacité cardio-pulmonaire. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez en moyenne perdu 40% de votre capacité cardio-pulmonaire. Ce qui fait que vous, aujourd'hui, vous avez, en termes de santé, en termes de bien-être, en termes de conditions physiques, vous avez un débours qui est extrêmement important par rapport aux gamins qui vous ont précédés. Donc ça, est-ce que ce n'est pas des choses qui sont hyper importantes? Et aujourd'hui, moi, dans ces enjeux financiers, je ne vois pas ça. Je ne vois pas le sport santé. Je ne vois pas le bien-être au quotidien. Je ne vois pas ce que le sport peut vraiment apporter d'autre que cette spectacularisation qui entraîne des dérives extrêmement graves. Et pour terminer avec ce que tu disais tout à l'heure, la question que pose, tu parlais de Be In Sport pour lequel tu as travaillé, c'est ça. Be In Sport, il peut mettre la clé sous la porte du jour au lendemain. Le prince machin, il peut se réveiller en disant ouais, ça me coûte trop cher, on a perdu les droits de la Ligue des Champions, demain je ferme le robinet et je fais autre chose. Ça c'est tout à fait possible et c'est même probable d'ailleurs. Nous le service public c'est autre chose. On a une mission et cette mission là c'est vrai qu'il faut qu'elle s'accompagne de droits et c'est vrai que le fait de perdre de 2024 Paris ça va être à mon avis une souffrance. Mais je pense que notre mission, elle est quand même ailleurs. Et je pense que votre mission à vous, elle est aussi ailleurs. C'est-à-dire que vous devez peut-être animer, mais vous devez quand même jamais oublier ce que sont les fondements du journalisme. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Merci. Il y a le son là, oui. Non, oui. Merci Patrick. Alors, c'est une partie des discussions qui seront, sur lesquelles on enchaînera cet après-midi, sur cette question de l'identité. Passer à 23h30. Chris. Vas-y. Merci. Parmi nos intervenants, Olivier Dufour souhaite... Oui, je voulais juste réagir sur un ou deux points et au cas particulier de l'exemple que vous avez donné, Patrick, sur le rugby. Oui, on ne peut être que d'accord. Il y a un peu une composante jeu du cirque, gladiateur, avec la professionnalisation du sport qui est effective et indiscutable. Néanmoins, et spécifiquement sur cet exemple, la LNR, la Ligue de rugby, très récemment, il y a une paire de semaines, a lancé un nouveau dispositif, je ne sais plus comment il l'appelle exactement, mais ça doit être quelque chose du style dispositif commotion cérébrale. Et précisément, grâce à la professionnalisation et aux revenus qui tirent des droits d'image, etc., ils ont pu investir, ce qui aurait été inenvisageable par le passé, dans des dispositifs technologiques et vidéo qui permettent au staff et aux coachs médicaux, en particulier des équipes, de suivre en temps réel et de manière systématique tous les chocs qu'il peut y avoir. Et donc ça alimente un petit peu comme un match peut être suivi avec des instant highlights qui vont être publiés. Là, c'est une publication interne à destination du staff médical pour consultation en temps réel et éventuellement en différé également, qui leur permet de prendre la décision depuis le vestiaire, de dire on sort le joueur X ou le joueur Y suite au choc qui vient d'y avoir lieu il y a 20 secondes. Parce qu'il y a un potentiel de commotion cérébrale. C'est que le médecin du club qui décide ça, oui. Et que le médecin du club, il est aussi inféodé à la performance du club, etc. Et en fait, la seule solution qui serait une solution pérenne sur cette histoire-là, ce serait que ce soit des toubibs indépendants
qui fasse ce genre de contrôle, ce qui n'est pas le cas dans le rugby. Et sur les commotions cérébrales, on peut tricher également, parce que lorsqu'on a un joueur qui est absolument capital dans le système de jeu, on peut imaginer que le Toubib est soumis aussi à d'autres pressions, puisqu'il est payé par le club. Oui, d'accord. Mais c'est malgré tout le directeur financier de la Ligue qui a fait ce chèque pour mettre en place ce dispositif, et je pense qu'on peut que s'en féliciter. Et juste une deuxième... donc c'était pour apporter un peu de positivisme dans le contexte de la professionnalisation et de la financiarisation aussi du sport. Quant au positionnement de France Télévisions, sa mission de service public et plus généralement le positionnement des broadcasters, c'est vrai que ça devient extrêmement délicat pour les raisons que vous avez dites, et le diffuseur traditionnel se trouve un peu pris en tenaille sur deux axes en fait. Le premier axe, c'est celui que ses revenus sont mis en danger, alors que ce soit un diffuseur public qui se finance par la publicité ou un diffuseur payant par les abonnements. Les budgets publicitaires s'effritent et se transfèrent progressivement vers le digital. Si c'est un diffuseur payant, les audiences sur Internet n'ont qu'une envie, c'est aller regarder à travers les voies alternatives et la piraterie, en particulier les contenus. Donc le diffuseur au milieu est écartelé entre ces audiences qui essayent par un moyen ou par un autre d'aller sur d'autres canaux, et par les ayants droit qui sont tentés de mettre les doigts dans la confiture et d'aller parler directement, grâce aux nouvelles opportunités offertes par la technologie, à ces mêmes audiences. Donc le rôle même, l'essence même du diffuseur en tant qu'éditorialisateur, linéarisateur et artisan d'une grille de programmes, dans un contexte aussi de consultation de plus en plus délinéarisée on demand par les audiences les plus jeunes en particulier, est un petit peu délicat. Et le deuxième axe, c'est sur l'opportunité de mettre en lumière des sports un peu plus, pas confidentiels, mais peut-être un peu moins populaires que ceux dont on a parlé, où les droits sont effectivement astronomiques. La difficulté est que l'espace est quand même relativement minime, en ce sens où si on exclut les très gros pour raisons financières ou d'exclusivité avec Discovery par exemple, et que par ailleurs on prend acte que les sports plus confidentiels, et c'est pas extrêmement confidentiel, le volleyball par exemple, ont les possibilités aujourd'hui et le font de se lancer en autodistribution internet, et sur des modèles économiques qui sont tout à fait viables, parce que les recettes sont pas forcément faramineuses. Sur un sport confidentiel, ça va mobiliser une communauté d'abonnés de quelques paires de milliers ou de dizaines de milliers, mais dans le même temps, ces communautés étant hyper segmentées, les annonceurs vont être au rendez-vous. Alors c'est pas les gros annonceurs et les vendeurs de lessive ou d'agroalimentaire évidemment, mais c'est peut-être les équipementiers de ce sport, etc. Et donc ces acteurs-là trouvent sur leur sport un peu plus confidentiel leur autonomie et leur soutenabilité intrinsèque. Et donc du coup, si on ne peut pas avoir les gros, si on ne peut pas avoir les petits, il reste les moyens entre les deux, et c'est effectivement très, très délicat. Merci. Il fonctionne. Richard voulait aussi réagir. Yeah, so I just wanted to pick up on a couple of points. One that Patrick made there about journalism, which I think is a really interesting point. One of the things I didn't talk about or didn't mention about BBC Alba is the innovations in some of their coverage. So rather than having the half-time panel of experts like this, with former players and so on, both in the coverage of football and rugby union, they have short features, so 10-minute feature pre-made, which is more journalistic in a sense. So they'll have more journalistic approaches to interviewing managers, owners, players, fans, spotlighting the clubs that are featured in the games. And that's kind of an interesting, I mean, again, it's probably partly a cost-saving exercise of not having to pay the fee of a famous footballer or whatever to sit on a panel like this. But it does, again, in a very small way, introduce new innovations. These little features not only appear then in sort of the TV broadcast, in the linear broadcast, but then are available as a podcast, available as non-linear environments as well. So there are spaces do exist for broadcasters to create
the more traditional broadcast journalism approach, if they so wish. And, I think I'd probably share Patrick's view that we only wish that would happen more often. But in the digital age of digital plenitude, again, the opportunities to do that are increasing. There are new spaces in which that can happen. The second point I wanted to pick up on was around the value chain of major sport, which, again, was alluded to, is basically about money. It's about who's got the deepest pocket. The introduction in the UK, the emergence of BT Sport, because BT is a very cash-rich company. It can compete as the first really competitor to Sky that has enough money to keep putting into sports rights. And so as a genuine competitor in the Champions League exclusive rights, is probably the biggest hits that Sky have taken in recent years, with the likelihood of Google, Facebook and so on also entering that market. And again, the word on the street is that the next round of Premier League football rights in the UK, which is the most wealthy league in the world, it has global aspirations, of course. We are likely to see the likes of Facebook, Google, and so on. Possibly Netflix has also been mentioned, entering in that market. So the competition in the digital global sense of elite sport and elite leagues is all about money, and most of that money goes, as we know, to like a kind of monetary diarrhea straight through the system into the pockets of leading stars, Lukaku and Etel. I think the average last year, the average salary of Manchester United players was £110,000 a week. The average, not even the top salary. Lukaku would be on even more. But these are kind of obscene levels of income. But you can't criticise the players for taking that money because it's there on the table. But it's the market, the way in which the television markets of that elite exclusive area of the sport has gone. And other sports like rugby union see that and think, well, we want some of that. And that's why they follow exclusive deals, cricket being another one. The downside of that is to do with the development and the diversity of sport. So cricket is a really good example. The argument that the English governing body makes about doing exclusive deals with Sky, which it has done now for nearly 15 years, is because they say, well, we reinvest some of that money into grassroots cricket, which they absolutely do. But if you go, cricket's interesting because there's so many different formats. Again, I don't know what knowledge you have of cricket as a sport, but there are so many different formats now. There is Test cricket, which is international, 5 days of a Test match. There is at a national level. They have 1 day limited overs. They have 20 over T20 as it's called, which is kind of almost like baseball cricket, which is trying to hit the ball out the ground. There is also a very long-standing older format, which is over 3 days, called county cricket. Now, county cricket is the mainstay of where the international test cricketers come from and learn their sport, learn their trade about how to play over a long duration of a game, of a match, which lasts in test cricket 5 days, or should last 5 days. But nobody goes to see that. I mean, you go to any stadium of a county league cricket match, you'd be lucky if there would be 1,000 people there. There would probably be less, maybe 500 people, mainly very old men sitting there. And that's unsustainable as a professional sport. I mean, these are professional cricketers playing in front of 500 people. So part of what I'm saying there is, I mean, a historical thing about the relationship between sport and TV is that the tail wags the dog. Television is dictating to sport what it does, and the money dictates that route. One counter-argument to that is that, well, sport does have a choice. Governing bodies have power, actually, to make decisions about how their sport is represented, where they sell their rights, how they break up
those transfer of rights. And I think, again, in the digital realm, the opportunities to do innovative, different things as a governing body are now real. Having different types of partners for different types of representation, if you like. And I don't think that's been explored enough within sport. Things like major mega events like Tour de France, like the Olympic Games, like World Cups, the major events should, I think, because of national interest and citizen interest at a national level, be free to air. They should be on the channels that we were talking about in terms of public service broadcasters. That should be their natural home. But we know that the IOC and FIFA increasingly disagree with that view, and they're looking again for the winner takes all, big money, pay TV, exclusive arrangements. So, a lot of it, although television is often seen as the evil partner in this relationship, the governing bodies of sport have a responsibility to their supporters, to fans, to the public, to showcase the sport as best as possible. There are different opportunities, both linear and non-linear, to do that, and also create new spaces for journalists to engage with that and engage with it critically, properly. I mean, we're all fed up with the post-match interviews in front of the sponsors' logos, which are just asinine, boring, repetitive. Hardly anybody says anything of any note and worth, and yet we have to go through this ritual every single time. And to be the journalist asking those questions is no fun either. So and that comes down to editorial choice again about is there something different we can do there? But quite often broadcasters are tied into the rights issues. There's rights aren't just about the ability to gain access to show a sport. There's also whole contractual elements of certain people need to be in front of the camera within certain times and so on and so forth. You're limited what questions you can ask and so on. I'm sure you can say a lot more about that. But we need, governing bodies need to think a bit more savvy, because actually there are other outlets that will do the criticism. There are fans that produce blogs, produce podcasts, and so on. Increasingly, as we know, a lot of these exclusive rights on pay TV, a lot of young people here, I'm sure many of them use pirated streams on the internet to gain access, because they're don't have the money to pay, or perhaps they, in a way, just object to paying. But there are always ways and means in the digital environment to find whatever you want to watch. So that's the coming down the line in a big way, in a sense, as more and more sport gets covered on a global scale, the access into that for free, and everybody always wants everything for free. If you can get it for free, why pay? These are the major challenges that broadcasters face. The likes of YouTube's coverage is an interesting development. The IPL was the first YouTube live streaming, I think in 2013. And as I understand that deal, that was really about the IPL trying to get lift-off of the 2020 competition, which is a huge sport in India. I mean, it's massive. The scale and size of the audience for cricket in India is enormous, and that's where the power resides in that sport, is in India. And where the money is. But it's about eyeballs. How many people can you get to watch it? And of course, the more people watch it, the more then commercial sponsors and partners are willing to buy into it as well. So that's a different. The internet and the globalization of rights has introduced a different dynamic to that. So bigger exposure can still be a win-win for governing bodies through commercial access, but also it opens up access to a broader audience rather than the sort of niche pay TV audiences which we currently tend to have. That's the norm at the moment, which I think is damaging sport. I mean, I think it has damaged rugby to a degree in terms of building them bigger and stronger, and the nature of that sport. I mean, the lifespan of rugby players must be diminishing year on year to age 25, 26, and your body will be ruined because of the scale of it. But that's to do with the spectacle and what television wants from that sport.
avez dû subir, effectivement, malheureusement. Et voilà, en fait, c'est ce que je voulais dire, ce que je voulais partager, c'était un peu mes idées à propos de tout ça. Je vais un peu prolonger ce que dit Richard, et notamment sur l'idée qu'est-ce que cette visibilité ou cette hypervisibilité et la diversité de l'offre dit de la société dans laquelle on se trouve, parce que on peut évidemment assimiler les médias à un reflet, à un symptôme de la société. C'est la façon dont la société se montre, fait signe. Alors dans certains cas, on dit que c'est un reflet équivoque, c'est-à-dire propose un discours particulier sur la réalité. Et notamment, elle dit dans un premier temps la place que le sport occupe dans la société française. Et la place que le sport occupe dans la société française n'est pas celui que le sport occupe, par exemple, en Grande-Bretagne. Je veux dire, en Grande-Bretagne, on peut, sans problème, on l'a toujours fait, c'est un mélange. On peut aller à l'opéra un jour, boire un match de foot après. Ça commence à se faire en France, mais longtemps, ça a été une exclusivité. Comme ça, c'était exclusif l'un de l'autre. Quand on était supporter de football, on ne pouvait pas être amateur d'opéra. On ne pouvait pas aller au théâtre, on ne pouvait pas lire de romans, etc. Mais il y avait cette forme d'exclusivité qui est restée assez forte et sédimentée et qui a fait que le sport en France reste quand même une affaire particulière. Et quand les politiques s'en occupent du sport, c'est souvent parce qu'il y a un hyper-triomphe, genre 98, etc. Ou alors lorsqu'il y a des troubles, genre le bus en Afrique du Sud, Nasri, Ben Arfa, Benzema, les voyous, les caïds, enfin, etc. etc. Donc quand les autres s'en occupent, ils s'en occupent relativement mal, et finalement ça montre que ça reste une affaire d'hyper spécialiste. Et ce qui ne devrait pas être le cas. Et deuxième chose, c'est quand même l'idée que cette hyper-visibilité, c'est une forme d'aveuglement, presque, une forme de mythe au sens où finalement ça aveugle tellement qu'on ne voit pas l'essentiel. Et qu'est-ce que c'est que l'essentiel ? À mon sens, moi qui analyse les représentations médiatiques du sport et la façon dont ça a une incidence dans l'espace public, c'est qu'on confisque un spectacle populaire à la plus grande majorité. Et notamment, ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre du traumatisme ou du drame. Si on n'a pas SFR, on n'a pas accès au championnat anglais. Si on n'a pas Canal+, on n'a pas accès à la Formule 1. Si on n'a pas Bein Sport, on n'a pas accès à la Serie A, etc., à la Ligue espagnole, etc., etc. Et alors, effectivement, on pourrait avoir accès par détournement, en braconnant, par streaming, par d'autres types de 1, mais globalement, on nous demande de payer. Et quand on fait une étude sociologique des usagers du sport, on s'aperçoit souvent que l'hyper-équipement des catégories sociales est inversement proportionnel à leur force, à leur surface économique. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la mise en danger. Donc, c'est quelque chose comme ça qui est important. C'est un vrai crève-cœur de savoir qu'il n'y aura plus les Jeux Olympiques sur France Télévisions, par exemple, que ce sera possiblement le cas. C'est un vrai crève-cœur pour les amateurs de Formule 1 de ne plus avoir accès gratuitement à ça, etc. De ne plus avoir accès, par exemple, au championnat anglais, etc. Et qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Généralement, il y a effectivement l'équipe TV, France Télévisions, qui propose d'autres sports, Ultimate, Softball, etc. Et on se rend compte qu'on peut avoir un intérêt à écouter des journalistes qui parlent très bien de disciplines qu'on connaît moins bien. Alors, le résultat désenchanté, ce serait de dire que il y a la réponse dans le constat, c'est que, à mon sens, ce qui pourrait advenir, c'est une forme de désenchantement par rapport à quelque chose qu'on perçoit comme une bulle un peu virtuelle, et qu'il va y avoir une forme de désenchantement par rapport au sport. Et on commence à en voir des signes. Donc c'est vraiment un ensemble d'acteurs d'agir et de faire en sorte que quelque part le sport, et au travers du sport, les représentations du sport, occupent la place qu'elles devraient occuper. Et on parlait d'éducation, on parlait de santé avec Patrick, etc. Mais oui, il y a toutes ces choses-là qu'il faut reconsidérer, et non pas penser le sport comme un spectacle ou comme des spectacles de la mort tels qu'on pouvait le trouver dans certains films d'anticipation ou dans des BD type Enki Bilal, par exemple. Juste pour prolonger ce que vous dites sur le désenchantement, on a pris connaissance ces dernières semaines de chiffres qui confirment un petit peu ce phénomène. Alors sur la Première Ligue, peut-être qu'on a les mêmes chiffres, mais sur la Première Ligue, avec un montant global qui a atteint
pratiquement un niveau record. On a vu une audience sur la saison dernière en baisse. Moi, le chiffre que j'ai, c'est de 14%. Ce qui est énorme d'une saison à l'autre. Alors qu'on est sur un montant de 1,8 milliard, 800 000 pounds. Donc c'était le score le plus faible en termes d'audience depuis 6 ans ou 7 ans pour la Première Ligue. Alors qu'en même temps, on a des tas de papiers qui sont écrits sur le succès de la Première Ligue qui se vend à l'étranger à coups de milliards. Oui, mais le public, lui, vit un petit peu ce désenchantement. Même chose pour la Bundesliga, achetée aussi par Sky, avec un montant qui a doublé d'un appel d'offres à l'autre, mais qui voit son audience baisser de 7%, et c'est le plus bas depuis 4-5 ans aussi. Donc, est-ce qu'il y a bulle ? C'est possible. Ce que disait Patrick, l'actionnaire majoritaire d'une chaîne payante peut dire du jour au lendemain, le modèle économique, ça ne tient pas, donc je ferme ça et je fais autre chose. C'est tout à fait possible. Et c'est vrai pour le PSG. Et quand on voit aujourd'hui, c'est effectivement le papier de une de l'équipe, que va faire la Ligue de foot française pour ses droits, qui peuvent être remis en jeu, même si ça se termine en 2020, je crois, le contrat actuel. Est-ce qu'on y va maintenant, profitant de cette espèce d'euphorie autour de l'équipe du PSG ? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à le faire maintenant, avant que le PSG soit peut-être sanctionné par l'UEFA pour non-respect du fair play financier, avant que les résultats soient moins bons, avant que Mbappé se blesse et qu'on ne le voit pas, je ne l'espère pas pour lui, pendant 6 mois sur les terrains. Profitons maintenant de la manne, signons un contrat incroyable, ce qui ne veut pas dire que dans les années qui suivent, le public ne va pas aller voir ailleurs. Donc c'est un vrai... Il y a un petit phénomène. Et puis l'autre chose, pour compléter ce que Richard disait sur l'accès aux disciplines majeures en clair, il se trouve qu'en France, on a un dispositif, sans entrer trop dans les détails, mais qui prévoit, parce qu'on est en France, il y a donc un décret, et tout est fixé par décret ou par la loi, pour bien clarifier les choses. Donc c'est toujours très compliqué, mais malgré tout, il y a une liste d'événements, une vingtaine à peu près, des événements d'importance majeure, comme on les appelle. Il est prévu, non pas qu'une chaîne en clair les diffuse gratuitement, ça c'est pas du tout le cas, mais il est prévu qu'ils soient diffusés en clair. Donc ce qui se passe à chaque fois, quand vous voyez une finale du mondial de hand sur TF1 par exemple, c'est que le détenteur des droits, en l'occurrence beIN, revend la finale à un diffuseur en clair. Donc France Télévisions, lorsqu'on a deux chances, en gros, on se positionne sur l'achat de la compétition en elle-même. Bon, on ne l'a pas parce que c'est beaucoup trop cher. On a une deuxième chance, c'est la finale, si la France est en finale, puisque là, ça devient un événement d'importance majeure pour le public français. Et là, on a à nouveau les différents concurrents en clair qui font une offre, qui gagnent ou qui perdent. En l'occurrence, TF1 a présenté non pas une meilleure offre éditoriale, mais un plus gros chèque à beIN Sport, qui a donc permis à TF1 de diffuser en clair pendant que beIN diffusait en version payante. Donc on a une vingtaine d'événements comme cela. Ce sera le cas aussi d'ailleurs, puisqu'en Formule 1, on évoquait la Formule 1, il n'y a plus de Formule 1 en clair, mais puisque on va avoir un Grand Prix en France l'année prochaine, il a fallu mettre le Grand Prix à nouveau en compétition et que Canal propose le Grand Prix à un diffuseur en clair. Et là, en termes de visibilité, les organisateurs eux-mêmes se rendent compte peut-être de la limite de l'exercice, d'être uniquement payant et donc avec un public qui a acheté son abonnement pour pouvoir voir l'événement. Formula One a proposé non pas, ne se contente pas simplement du Grand Prix de France, mais propose 4 Grands Prix en clair pour un diffuseur en clair. En l'occurrence, ce sera à nouveau le groupe TF1, mais on aura davantage de Grands Prix de Formule 1 parce que l'organisateur et sans doute les sponsors qui attendent un retour sur leur investissement, préfèrent avoir une audience un peu plus large qu'une audience qui a payé son abonnement à une chaîne payante. Mais en tous les cas, il y a un ensemble d'événements, dont les Jeux Olympiques, avec un volume d'heures, en fait. Ce n'est pas l'intégralité des Jeux Olympiques, mais c'est un volume d'heures, 200 heures pour les Jeux Olympiques, 100 heures pour les Jeux Paralympiques. C'est vrai pour une finale de Coupe du Monde de foot, c'est vrai pour des finales européennes quand un club français est engagé, etc., etc. Donc cette liste, elle peut être revue à la hausse ou à la baisse. Donc il y a tout un jeu de lobbying pour faire en sorte que la liste puisse s'élargir. Ça peut être dans l'intérêt des diffuseurs, dans l'intérêt des sponsors, dans l'intérêt des organisateurs. Je pense que les fédérations, les ligues peuvent se poser des questions. Un sport comme le basket, par exemple, qui à une époque était diffusé très largement sur France Télévisions, à un moment donné, les responsables de la fédération et de la ligue de basket ont fait un choix du payant, toucher un gros chèque,
pour ne pas être vu ou très peu vu. C'est-à-dire que le basket, aujourd'hui, c'est sur SFR. On s'interroge pourquoi le basket ne perce pas. Alors on parle de l'absence de vedettes, que les vedettes françaises sont en NBA, mais c'est aussi parce que le grand public ne le voit pas. Et donc ça peut poser question aussi aux organisateurs, aux ligues et aux sponsors qui mettent de l'argent tous les ans sur les maillots ou dans les salles. Donc le paysage est aussi amené à évoluer. En tout cas, nous, en tant que diffuseurs en clair, on espère que la partie n'est pas complètement perdue, y compris sur les gros événements, et qu'on ne sera pas juste amené à être sur les sports moyens. Et une notion, c'est vrai que c'est un point important, moi qui viens d'un autre univers que du sport. En tout cas, j'étais journaliste avant de m'intéresser au sport, et je suis toujours journaliste tout en étant au sport. Le fait de diffuser tout en voulant faire son métier de journaliste. Et pour le coup, pour un certain nombre de chaînes payantes, le problème est réglé, puisqu'ils ne font que diffuser de l'événement, de la retransmission en direct ou en différé, mais font très peu d'émissions en parallèle d'enquête, de reportage, où peut s'exercer l'esprit critique ou le travail d'enquête du journaliste. Il se trouve que dans un groupe comme France Télévisions et avec une rédaction des sports qui a des émissions qui font quasiment partie du patrimoine national comme Stade 2, ça reste quelque chose de vivant, avec effectivement, mais ça on l'abordera peut-être cet après-midi, la difficulté ou le côté un peu schizophrène pour une rédaction de devoir à la fois faire la promotion des événements diffusés en direct sur nos chaînes et de faire son métier de journaliste dans une émission. Alors on y arrive. C'est France Télévisions qui a révélé et qui donne des tas d'informations sur le dopage technologique, qui n'est pas un fantasme dans le vélo, qui existe, qui est un vrai sujet de préoccupation pour les fédérations et maintenant la Fédération internationale, puisque c'est un Français qui en a fait un de ses arguments de campagne. Et c'est un journaliste de France Télévisions qui a beaucoup fait pour révéler ce type de dopage, les moteurs dans le vélo en l'occurrence, au grand public. Le rugby, Patrick le disait, c'est aussi sur France Télé, dans une émission comme Stade 2, où on a parlé très ouvertement du dopage dans le rugby, de la manière dont on pousse les joueurs à revenir plus vite sur le terrain après blessure, où on a parlé des commotions cérébrales. Et c'est vrai que lorsqu'une chaîne qui change de modèle économique, alors je vais parler de l'équipe TV, qui à un moment donné se dit on ne perce pas en audience, si on veut percer, il faut de la retransmission en direct sur des tas de sports, donc il faut acheter des droits. Donc on n'a plus les moyens d'avoir une rédaction qui va faire son travail de journalisme et de produire des magazines. Parce qu'on sait qu'un magazine, ça fera moins d'audience qu'un direct avec une équipe de France qui performe ou un Teddy Riner aux mondiaux de judo, puisque l'équipe a acquis les droits. Mais on ne peut pas tout faire quand on a une certaine somme d'argent dans la poche. Donc ils ont fait un choix et la rédaction elle a fondu. Alors c'est pour ça que je m'adresse aux jeunes journalistes, aux futurs journalistes. À un moment donné, c'est vrai qu'un média peut faire le choix de se passer d'une partie de ses journalistes pour avoir les moyens d'acheter des droits sportifs. Donc ça c'est une spécificité de notre matière, c'est qu'à un moment donné on peut être à la merci d'un choix d'actionnaire qui veut continuer d'exister sur ce marché des droits, mais qui ne peut plus se permettre d'entretenir, entre guillemets, non pas une danseuse, mais une rédaction avec des journalistes qui vont faire leur travail de journaliste. Donc il y a une épée de Damoclès. Je pense que j'espère qu'au sein d'un groupe comme France Télévisions, on continuera d'estimer qu'on doit au public, pas simplement des événements retransmis avec tout ce que cela peut comporter de spectaculaire, d'émouvant, parce que c'est aussi, c'est pas un gros mot, ça fait partie de notre job, mais qu'on pourra aussi continuer à faire notre travail de journaliste et d'informer, d'éclairer le public sur les grands enjeux du sport, en termes économiques, en termes de santé, en termes de société, la diversité, qu'on puisse continuer à concilier les deux. Juste d'un mot. Juste d'un mot pour vraiment... Au-delà du fait que la diversité et l'offre du sport créent une caste insupportable de privilégiés qui regardent le sport uniquement parce qu'ils peuvent payer ou qui mettent en danger
leur foyer pour payer pour regarder. Il y a un autre phénomène dont il faut évaluer évidemment les symptômes, c'est l'attente, c'est la fréquence. On parle toujours d'hypervisibilité, on parle toujours de temps d'antenne, mais on parle rarement de fréquence, c'est-à-dire du fait que maintenant on ne crée plus l'attente. Hein. On peut se rappeler, les plus anciens, quand on les interviewe, les anciens journalistes par exemple disent eh bien, on attendait avec impatience la Coupe du Monde de football pour découvrir une culture sud-africaine, une culture sud-américaine, etc., une culture asiatique, etc. Or maintenant, la Coupe du Monde de football, on en connaît absolument tous les acteurs jusqu'au bout des doigts. Et il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de surprise. Et notamment, ça se traduit par des résultats moins spectaculaires pour les finales de Coupe d'Europe, par exemple, de Ligue des Champions, pour les Coupes du Monde, il y a moins de magie, si vous voulez. Il y a une fois, je faisais un entretien et puis un me disait, moi, mon expérience du football étranger, c'était les résultats sur France Football. Aucune image, etc. Et quand il y avait des images, c'était magnifique, c'était merveilleux. Ou le matin, on se levait, sachant qu'il y avait Saint-Etienne le soir, la journée était magnifique. Alors que maintenant, on peut regarder du football 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il y a quelque chose qui fait qu'on a pu attendre le sport vient à nous. Il y a cet ordre-là. Et puis, un mot pour les journalistes, les futurs journalistes, c'est qu'il faut vraiment défendre l'idée qu'être journaliste de sport, c'est pas être hyper spécialisé. On peut s'intéresser au sport à un moment donné, et notamment au prisme de la société, de la culture, de d'autres aspects qui traversent l'ensemble de la société. Mais être journaliste de sport en s'intéressant à une discipline, voire un sportif, comme ça arrive dans certains cas, c'est quand même tout d'un coup se priver d'autres aspects de société et sociétale qui pourraient être utiles dans le traitement qu'on pourrait faire du sport. Voilà. Une dernière remarque de Richard, et après on passera aux questions de la salle. Just very quickly. Très rapidement, alors un petit miracle au Royaume-Uni a été Leicester City qui a gagné la Ligue première. Je ne sais pas si on va revoir ça, mais Pascal disait tout à l'heure qu'il y a cette mission des diffuseurs. Pour Sky, est-ce que la bulle est sur le point d'éclater? On en a parlé largement au Royaume-Uni. Mais les droits pour le Premier League, que ce soit dans le pays ou à l'étranger, c'est 8 milliards de livres. Ça fait quand même pas mal. Mais ce qui intéresse Sky, c'est ce qu'ils appellent le revenu moyen par utilisateur. Donc, ce n'est pas le chiffre d'audience qui les intéresse. Et peu importe le nombre de téléspectateurs, c'est que les foyers payent l'abonnement. Non seulement à la télé, mais c'est ce que BT a amené, c'était ce triple play, la télé, plus téléphonie, plus l'Internet. Donc ceux qui ont Sky en tant que chaîne, c'est aussi leur fournisseur d'accès Internet et leur fournisseur de téléphonie. De même, BT joue sur ce même terrain et ils sont venus à la table. C'était pour... ils ont été très malins. Ils ont dit, si on s'abonne à BT pour la DSL, on a la chaîne sport gratuitement. Donc ils ont appris de Rupert Murdoch, on donne quelque chose de gratuit et du coup on contourne le compétiteur. Sky pour la première fois ont reçu un coup par une manœuvre stratégique par une autre chaîne. Mais le chiffre qui suggère que la bulle n'éclate pas, c'est que le revenu moyen par utilisateur, ce chiffre depuis 10 ans, le revenu moyen par utilisateur, donc c'est le revenu de chaque abonné mensuel, est 47 livres. Ça ne paraît pas beaucoup, mais lorsqu'il s'agit de 11 500 000 abonnés, payant en moyen de 47 livres par mois, cela fait beaucoup. Sky
Et donc à beaucoup de trésorerie. Ils peuvent donc continuer à investir dans le sport parce qu'ils savent que cela attire un certain utilisateur et aussi avec des publicitaires dirigés vers les classes moyennes masculines dans une tranche d'âge démographique particulière. Donc il faut retenir que la mission fondamentale de ces entreprises, c'est quand même de faire de l'argent, alors que les chaînes publiques ont une mission de service public. Et c'est là où les organes du sport ont un devoir d'échange avec ces chaînes de service public, parce que sinon, je pense que cela va dégrader le sport. Il y aura moins de joueurs, moins de gens qui pratiqueront le sport. Lorsque j'ai écrit l'histoire de la couverture du sport par la BBC, j'ai interviewé ceux qui ont travaillé dans les années 50 et 60. À l'unanimité, ils m'ont dit que la raison de la couverture du sport par la BBC, c'était la promotion du sport. Ils voulaient que les gens regardent le sport pour pratiquer le sport, d'être sportifs, de fêter le sport et la culture sportive du pays. C'était la mission de la BBC à l'époque. Et on a quelque peu perdu cet aspect culturel du sport au sein de beaucoup de diffusions d'événements sportifs. Des questions. Oui, ça s'adresse à tous, hein, par rapport à l'exposé que vous avez fait tout à l'heure sur l'arrivée des nouveaux acteurs dans le marché du sport. Alors on prend l'exemple du football avec le Qatar qui est arrivé, l'émir qui a mis de l'argent sur la table, Beansport qui a raflé tous les droits avec une inflation vertigineuse des droits. On a aujourd'hui, vous parlez des GAFA qui arrivent sur le marché ou qui tentent d'y arriver. Vous parliez tout à l'heure, monsieur, d'une bulle de désenchantement. Alors moi, je voudrais demander, est-ce qu'il n'y a pas un risque de bulle spéculative? Et comme toute bulle spéculative, est-ce qu'elle ne peut pas éclater un jour, quoi? Sur l'aspect bulle, oui, c'est un sujet qui est abondamment débattu récemment. Les montants sont hallucinants. Maintenant, il y a, d'une part, par la disponibilité de cash des GAFA, il y a clairement une distorsion de marché, mais je ne pense pas qu'il y ait une bulle. Vous m'auriez posé la même question dans les années 2000 sur l'Internet, je vous aurais répondu oui, il y en a une, assurément. Là, je ne pense pas parce qu'il y a des spécificités. Je ne veux pas rentrer dans un débat économique sur l'économie des droits du sport, mais si on regarde arithmétiquement et unitairement, est-ce que le coût d'un sport versus ce qu'il rapporte s'équilibre? Non, ça ne s'équilibre pas. Bein a publié il y a quelques mois maintenant ses comptes en France. Il y a un déficit structurel dont le cumul est assez impressionnant. Mais il y a malgré tout deux choses à considérer dans la valorisation du sport. C'est il y a le côté, excusez-moi pour l'anglicisme, mais j'ai le spillover, c'est-à-dire que quand un Sky diffuse du sport et a payé pour diffuser de la Première Ligue, il le valorise par de la publicité, il le valorise par des abonnements, mais il vend à la mi-temps le film qui passeront demain, ils vendent au début du match la série qui passeront après-demain. Du coup, l'amortissement de la propriété se fait de manière globale par un ARPU qui est lissé sur toutes les propriétés. Et donc clairement, il y a une propriété sportive qui est en déficit, mais qui finance d'autres programmes et qui amène de la publicité et des abonnements sur ces autres programmes. Et il faut vraiment le considérer globalement. Par ailleurs, il y a l'effet qui a été mentionné au niveau de BT et dont Altice en Europe joue à fond, c'est que c'est en contre-fiche de l'équilibre d'un contenu ou d'un genre en particulier, parce que ce qu'ils vendent ou ce qu'ils subventionnent, c'est de la vente d'accès à un produit télécom. C'est un produit adjacent qu'ils vendent à travers le sport. Donc finalement, je le pousse un peu à l'extrême et je suis provocant à dessein. Acheter une propriété et diffuser un sport, c'est comme faire une campagne marketing d'affichage 4x3 dans la rue. C'est une manière indirecte de vendre notre produit.
Exactement. Et donc du coup, quand on a ça en tête, par rapport à la question spécifique sur la bulle, malheureusement, enfin je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, mais j'ai pas l'impression que ce soit malgré tout demain la veille que la bulle va éclater. Moi, j'aurais juste posé une question à mon patron, hein, comme ça j'en profite. Non, mais j'en profite. Pascal, tout à l'heure, tu parlais de l'existence de la pérennité de Stade 2, qui est effectivement une émission historique et qui résiste malgré tout. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que Stade 2, avec cet horaire très, très avancé, le dimanche après-midi, est en concurrence directe avec un match de football et un match de rugby. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce qu'on peut imaginer maintenir un niveau d'audience suffisant qui permette de générer des enquêtes, les enquêtes dont tu parlais notamment, alors qu'on sait qu'en face, il y a quand même le sport qui se regarde, le sport spectacle, qui, par définition en direct, attire forcément plus de monde. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer lutter dans ces conditions? Alors c'est vrai que c'est un sujet qui nous préoccupe, qui préoccupait mes prédécesseurs et qui continue de nous préoccuper. Et l'émission comme Stade 2, qui a connu il y a 30 ans des audiences records puisqu'il y avait très peu de chaînes, aujourd'hui, dimanche dernier, on a une moyenne de 900 000 téléspectateurs et on en est très content parce que à 16h45, alors qu'on a effectivement un match de foot, un match de rugby en face, plus toute l'offre télévisuelle, plus éventuellement du beau temps à l'extérieur, ce qui fait que des gens qui ont un petit peu envie de faire du sport, a priori à 16h45, ils ne vont pas se précipiter sur leur canapé pour regarder la télé, mais ils vont plutôt aller à l'extérieur pour faire du sport, ou qui aiment regarder, aller dans les stades, ils vont aller dans le stade. Des enfants qui font du sport, ils vont aller faire du vélo avec eux, et je les comprends tout à fait. Donc c'est un petit peu mission impossible. Donc quand on arrive à avoir 900 000 téléspectateurs, comparons ça avec des audiences que font des chaînes de sport payantes pour des gros événements sportifs, il n'y a pas 900 000 personnes devant chaque match de foot diffusé par beIN, ça c'est sûr. Donc c'est bien. Après, la piste, à mon avis, qu'il faut explorer et qu'on a commencé à explorer, c'est que Stade 2, c'est une très belle marque que des millions de Français connaissent, et il ne faut surtout pas la perdre en s'obstinant à ne travailler que sur le créneau qu'un diffuseur, qu'une chaîne, en l'occurrence France 2, nous donnera. Il faut que le public aujourd'hui s'est diversifié. Vous informez de manière très différente de la manière dont je m'informais quand j'étais à l'école de journalisme. Aujourd'hui, je suis sûr que l'essentiel de l'info que vous allez chercher, vous la cherchez via Facebook, via les sites d'info, via les applis. Et moi, je suis persuadé que dès lors que Stade 2 diffuse du reportage, de l'enquête, et qu'il y a toute une partie du public qui ne sera pas devant sa télé, mais qui est prête à regarder un reportage, une enquête en délinéarisé, c'est à nous de faire prospérer cette marque sur tous les supports et pas simplement sur un créneau horaire de 16h45 à 17h40 ou de 17h05 à 18h l'année d'après ou un petit peu plus tôt, un petit peu plus tard. On a vu lorsque, en l'occurrence, le premier cas de dopage technologique que j'évoquais tout à l'heure, avec un Français amateur dans une course de 3e catégorie, il se trouve qu'on avait une équipe présente par hasard dans le coin qui était là. Le sujet, il était diffusé sur tout le sport, en l'occurrence, parce que c'était trop tard pour Stade 2. Ou Stade 2 était trop tôt, plutôt. Tout le sport, tous les soirs, c'est entre 1,2 million, 1,5 million, 1,6 million de téléspectateurs. Mais en 24 heures sur les réseaux sociaux, c'est 1 million de personnes qui... Alors, ça vaut ce que ça vaut, parce qu'on sait très bien qu'une vue sur Facebook, c'est pas quelqu'un qui s'est installé devant son écran et qui a regardé le sujet de bout en bout. Néanmoins, quand vous avez 1 million de vues en 24 heures, ça veut dire qu'il y a un vrai gisement à travailler pour que des consommateurs d'infos sportives puissent découvrir, s'intéresser au contenu de Stade 2 et de tout le sport en l'occurrence. Donc moi, pour répondre à ta question, Patrick, je pense que d'abord on se bat avec
avec France 2 pour faire comprendre que c'est pas simplement une marque patrimoniale et qu'il faut sauver le Soldat Stade 2, c'est qu'il y a un public, que c'est une vraie mission de service public pour le coup, au-delà des droits qu'on peut acheter, c'est de pouvoir parler des grands espoirs du sport, de la pratique sportive, de faire le lien entre sport et santé, de faire le point sur les techniques de dopage parce que ça préoccupe le corps médical, les instances du sport, voilà, de lancer des débats, d'être précurseur sur certains thèmes. Donc il faut qu'on continue de faire vivre cette marque sur une chaîne, mais c'est de travailler sur ce qu'on aura en délinéarisé, comme c'est le cas d'ailleurs pour les autres épreuves, et où on voit que la consommation d'un événement sportif, pour prendre l'exemple de Roland-Garros par exemple, moi quand j'étais jeune, c'est vrai que comme on n'avait pas Internet, on n'avait pas Twitter, on n'avait pas Snapchat, donc on s'installait devant la télé et on regardait un match pendant 3 heures en faisant ses révisions pour se donner bonne conscience, alors qu'en fait on regardait le match de tennis, mais on était capable de rester 3 heures devant un match. Aujourd'hui, si on voit les audiences de Roland-Garros baisser, c'est parce qu'il y a de moins en moins de gens qui sont prêts à rester 3 heures devant un match de tennis. En revanche, on a une offre sur le numérique qui s'est démultipliée, et on voit une appétence du public pour les highlights, les 3 points qu'il ne fallait pas manquer, enfin toute l'écriture numérique que vous connaissez, et où là, il y a un public, parce qu'il consomme. Le public consomme de plus en plus son info comme ça. Donc, il va consommer, entre guillemets, le tournoi de Roland-Garros aussi comme ça. Donc, il ne faut surtout pas qu'on se dise, nous, on est diffuseur France Télévisions, diffuseur historique, vous venez sur France 2 ou France 3, ou alors, tant pis pour vous. Non, il faut qu'on aille chercher ce public-là, parce que c'est notre mission aussi. Alors, on n'a pas l'émotion du direct. Alors, pour des vieux comme nous, on trouve ça étrange qu'on puisse se contenter de voir 3 points de tennis sans avoir l'émotion du direct, c'est-à-dire est-ce qu'il va mettre la balle dans le filet ou il va avoir sa balle de match. Mais c'est comme ça. Donc, il faut répondre à ces besoins, à ces nouvelles formes de consommation et être performant sur nos sites numériques. Alors, avec des acteurs majeurs comme Facebook, comme Twitter, comme Amazon dans un autre style, qui non seulement sont déjà très présents là-dessus, mais qui en plus viennent pas simplement nous taquiner, mais carrément nous écraser sur des achats de droits de gros sports, c'est sûr que la lutte est compliquée. Mais on ne se déclare pas vaincu et il faut qu'on soit puissant aussi sur tous les supports numériques. C'est en tout cas notre ambition. Oui, merci. J'avais 2 petites questions naïves. La première, elle était relative à l'expression de plénitude numérique. Parce qu'en vous entendant parler, moi, je n'ai pas vu cette plénitude numérique parce qu'on a l'impression que le nombre de canaux autour desquels au travers desquels sont diffusés les grands événements sportifs, loin de la plénitude, sont en train de se réduire. Hein. Et on a l'impression aussi que... au contraire d'une certaine plénitude numérique, le traitement journalistique de ces affaires sportives, lui, est en train de s'appauvrir. Donc ça, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque, peut-être plus pour Olivier, je pense. On parle donc de l'arrivée de nouveaux acteurs. On parle des GAFA, qui sont des sociétés américaines. Or, tout à l'heure, on a dit, tiens, il y a Al Jazeera Sport, anciennement Al Jazeera Sport, donc beIN Sport aujourd'hui, un acteur qatari qui fait irruption dans ce monde dominé par les entreprises occidentales. Il y a un acteur dont on ne parle pas, ce sont les Chinois, ce sont des géants du net, les Chinois, il faut le savoir. Est-ce que les Chinois sont intéressés à faire irruption dans ce business du sport, excusez-moi pour cet horrible anglicisme, de la même façon que Al Jazeera Sport l'a fait en son temps? Je réagis juste dans le prolongement des questions de Tristan, parce que jusqu'à présent, on a quand même si on a déconstruit, on a été quand même dans le prolongement des discours des acteurs. La diversité, on en parle en termes de représentation des publics, de représentation des populations, etc. Mais il y a un autre pan qui pose la question du divers, c'est le pluralisme de l'information. C'est le sens de ta question. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des gros mouvements dans les industries culturelles, en termes de concentration, de financiarisation, etc., se pose
par le traitement de l'information, etc., mais par les canaux, la question du pluralisme de l'information, qui est une autre question sur la diversité. Et le pluralisme des pratiques journalistiques. Mais ça, peut-être Richard d'abord sur la plénitude numérique et ensuite Olivier. Sure. Effectivement, la plénitude numérique à avoir de la plénitude, de la diversité de l'informatique, mais ça ne veut pas dire que le marché va se résumer à cela. Mais je pense que vous avez tout à fait raison. Effectivement, le marché devient de plus en plus dictateur et effectivement, cela réduit le nombre d'acteurs qui sont capables d'acheter ces droits. Effectivement, il y a des barrières économiques qui sont plus importantes si on regarde ce qui existait précédemment, avant l'ère pré-numérique. Effectivement, seules les institutions les plus importantes qui ont le plus de cash peuvent faire cela. Mais chaque personne, ceci dit, qui utilise un mobile phone, une caméra ou une vidéo, une application, peut poster une vidéo, un enregistrement en quelques secondes sur un site de partage. Et voilà à quoi je me référais, à quoi je pensais lorsque je parlais de la plénitude numérique. Mais effectivement, en ce qui concerne de contenus éditoriaux que nous voulons les journalistes faire et encourager les journalistes à faire. On avait les fans de Manchester United qui se filmaient eux-mêmes, qui postaient ça, ensuite ces petites vidéos sur les réseaux sociaux. C'est l'environnement dans lequel on vit. Parce que l'immédiateté et la pluralité de l'information existent. Et là, les journalistes ne sont pas des intermédiaires obligatoires pour savoir quels sont les joueurs à Roland-Garros, par exemple. Donc, les gens utilisent les réseaux sociaux pour nous donner cette information. Donc, finalement, on n'a pas forcément besoin des journalistes pour avoir ce type d'information. Bien sûr, ce ne sont pas des journalistes qui ont été formés, mais en tout cas, ils se sont invités eux-mêmes dans cet espace. Est-ce que c'est un défi pour le journalisme? Est-ce que cela, effectivement... C'est un défi en termes de flux d'informations, mais cela n'est pas un défi en ce qui concerne le contenu et l'attitude critique que doivent avoir les journalistes. Mais effectivement, en tant que gardiens de l'information, les journalistes ont un rôle très important dans l'information critique qui doit être apportée. Et je crois que vraiment les journalistes ont un rôle critique qui nous aide à comprendre la complexité de l'univers. En plus, avec ce qui se passe maintenant, vraiment tout est compliqué. Donc, effectivement, la plénitude numérique a trait à l'accroissement exponentiel des informations qui est mis en ligne. Mais effectivement, le marché qui se rapporte au droit de diffusion réduit le nombre de joueurs, le nombre d'acteurs. L'arrivée de l'implication des Chinois dans le marché du sport, elle est déjà effective. Alors ça n'a pas pris la même forme que Al Jazeera Sport qui s'est imposé en l'espace de 5 ans de temps, en tant qu'acteur et broadcaster global avec une forte visibilité de marque et une stratégie derrière de soft power aussi très affirmée. Les Chinois, ils sont présents en tant qu'actionnaires dans les clubs, ils sont présents en tant qu'actionnaires dans les équipementiers. Après, eux, ils ont leur propre système et leur propre écosystème digital, enfin broadcast et digital de distribution sur leur territoire, qui tend à être adressé par les ligues européennes ou les gros détenteurs de droits par l'intermédiaire de leurs agences marketing ou éventuellement de deals de sous-licensing sur ces territoires-là. Et donc, c'est sur les supports et les channels de Tencent et des autres acteurs qu'on peut voir les propriétés européennes. Donc, la question, est-ce qu'ils pourraient prendre une posture aussi volontariste qu'un Al Jazeera? J'en sais fichtre rien, à vrai dire. L'histoire le dira. J'ai l'impression qu'ils ont une approche un petit peu plus discrète et sous-marine via l'actionnariat, parfois minoritaire, dans les acteurs et instances établis, en tout cas à l'ouest du sport. Il me semble qu'ils ont pris une participation majoritaire, il me semble.
sur l'un des acteurs majeurs des droits, de gestion de droits, Infront, qui était un acteur majeur. Donc c'est pas très spectaculaire pour le grand public, mais c'est très important pour les acteurs, les diffuseurs, ceux qui veulent acheter. Donc comme le capitalisme chinois peut le faire dans d'autres domaines, il investit là où ça peut être stratégique demain, quand même. Et c'est vrai que de prendre pied à travers un détenteur de droits qui organise aussi, alors Infront, ils sont présents dans le ski, plein types d'événements. C'est un acteur important. C'est pas neutre. C'est peut-être une première étape. Bonjour. Une question qui concerne plus Pascal Golomer et Patrick Montel, ce serait est-ce que promouvoir et traiter des sports moins spectaculaires et moins couverts par les médias traditionnels chez France Télévisions est aussi pour vous une manière d'avoir du contenu sportif malgré un non-investissement dans les droits télé des sports majeurs comme le football, le rugby ou le basket? Alors oui, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est pas... faute de pouvoir diffuser la Ligue 1 de foot, par exemple, on va se rabattre sur les petites disciplines. C'est pas vraiment cette logique-là. Ça fait longtemps que France Télévisions, parce que ses dirigeants estiment que c'est sa vocation de service public, de proposer la diffusion de sports qui, d'ordinaire, ne trouvent pas place sur les autres diffuseurs. Et c'est l'occasion, du coup, à travers les émissions aussi, de s'intéresser à des sportifs, à des itinéraires qui peuvent être très intéressants, des sportifs auxquels le grand public peut aussi s'identifier, parce qu'on évoque très souvent la difficulté pour un sportif de haut niveau de concilier vie de famille, vie professionnelle et performance de haut niveau, parce que finalement les sportifs professionnels qui vivent de leur sport, oui, on parle beaucoup des footballeurs, on va parler de plus en plus des rugbymen, des tennismen, mais il y a énormément de sportifs qui se consacrent, qui consacrent une bonne partie de leur vie à l'amélioration de leur performance, et que personne ne connaît. Donc nous, on considère que dès lors qu'on s'intéresse aux gestes sportifs, à l'exploit sportif, à la place du sportif dans la société, il y a une logique à ce qu'on diffuse aussi des sports qui sont pratiqués non pas par des professionnels qui touchent des millions, mais par des sportifs passionnés par leur sport. Et l'exploit et l'émotion que peut susciter un exploit sportif, on l'a à travers des disciplines peut-être moins connues que le foot, mais qui méritent qu'on s'y intéresse. Donc ça fait partie de notre mission, et du coup je pense que le fait que le marché est de plus en plus compliqué pour nous sur les gros sports nous amène encore plus à nous poser la question comment être un acteur majeur sur ce terrain-là. Et c'était le sens du partenariat qui a été signé avec le CNOSF, qui lui souhaite que sur une multitude de sports, les diffuseurs puissent proposer des retransmissions. Il avait un partenariat avec l'équipe jusqu'à l'année dernière. Cette fois, c'est France Télévisions pour plusieurs années. Donc ce partenariat, il prend la forme effectivement d'un certain nombre de retransmissions. Ça va des championnats du monde de lutte qui avait lieu à Bercy à la sortie de l'été, au championnat du monde par équipe de squash à Marseille au mois de décembre. On va avoir du badminton, je le disais tout à l'heure, de l'aviron de mer. On va avoir toutes sortes de sports. Quand on arrive à une cinquantaine de disciplines sur l'année, là c'est le seul groupe qui peut diffuser autant de disciplines. On pense que c'est une richesse. Et la difficulté, c'est quand on a une chaîne comme France 2 ou France 3, qui est une chaîne généraliste, qui s'adresse donc par vocation au plus grand nombre. Est-ce que c'est sa mission de diffuser une chaîne qui, en l'occurrence, va s'adresser à un public de passionnés qui va être une niche, qui va être une communauté, qui peut éventuellement intéresser le grand public, mais au niveau de la découverte? Est-ce que France 2, France 3 sont prêts à prendre ce risque-là, entre guillemets? On peut se dire c'est une chaîne de service public, donc c'est pas grave. Non, parce qu'on sait très bien que l'actionnaire, si l'audience de France 2 est en baisse alors qu'il continue de verser certes un peu moins d'argent que ce qu'il avait promis, mais il continue de verser quand même beaucoup d'argent à France Télévisions, il y aura des remarques désobligeantes. Donc l'audience, c'est une pression
aussi pour l'ensemble, ce que disait Patrick tout à l'heure, en caricaturant un petit peu, mais il y a forcément une pression de l'audience sur les chaînes de service public. Donc heureusement, on a une palette de chaînes qui nous permet de pouvoir proposer des sports un peu moins suivis, mais là où du coup la pression de l'audience est moins forte sur François. Alors là, je rentre dans la cuisine, mais un groupe qui a des chaînes qui doivent avoir une identité bien définie, on n'a pas de chaîne de sport sur France Télévisions. Ça réglerait le problème. L'équipe va diffuser des sports qui ne font pas une grosse audience, mais où on peut venir parce qu'on se dit, si on va sur l'équipe TV, on va avoir du sport de toute façon. Et je vais peut-être découvrir un sport que je ne connaissais pas. Là, en ce moment, je crois que c'est du mini-foot. Là. Bon, voilà, tiens, je regarde une demi-heure, 1 heure. Et il va y avoir un petit peu de monde qui va découvrir une pratique, qui va découvrir des sportifs, voilà, une ambiance. Nous, la difficulté, c'est de faire savoir au public que sur François, à 16h45, il va pouvoir suivre telle discipline. Et ça, c'est un vrai challenge pour nous. Alors qu'on n'a pas de chaîne de sport, de faire comprendre que si on vient à telle heure sur telle chaîne, on a du sport. Alors, une des solutions, ça peut être la création d'une plateforme numérique de sport sur laquelle on retrouvera tous les contenus de sport de France Télévisions, du Tour de France jusqu'à la discipline la plus confidentielle. Et que le public, peu à peu, prenne l'habitude de venir sur cette plateforme où il saura qu'il trouvera toute l'offre de sport de France Télévisions. Mais ça ne va pas se faire en un jour. En attendant, il faut faire un travail de cross-promotion d'une chaîne à l'autre et de convaincre France 2 de faire la promotion pour un programme qui serait diffusé sur France O. Et ça, c'est pas une mince affaire. Je voudrais juste, Pascal, rajouter un truc par rapport à ce qui vient d'être dit. Déjà, football, rugby, basket, chercher l'intrus déjà. Parce que le basket, aujourd'hui, c'est 0. Il faut le savoir. Et je pense que le basket paye très cher le fait d'avoir abandonné les chaînes en clair pour aller sur les chaînes payantes, parce qu'aujourd'hui, personne n'est capable même de citer le capitaine de l'équipe championne de France de basket. C'est très clair, je pense que personne ici est capable de le faire, à moins que ce soit un cousin ou un parent. Donc là, il y a un vrai souci. Et deuxièmement, concernant l'équipe TV, alors je ne sais pas, moi, je ne suis pas dans le secret de l'équipe TV, mais clairement, l'équipe TV avait le contrat que nous, on a récupéré sur les disciplines olympiques. Donc l'équipe TV a décidé, pour des raisons qui regardent, d'abandonner ce contrat, donc de choisir une autre stratégie. Et aujourd'hui, moi, je constate que l'équipe TV, qui sur le foot, par exemple, n'a pas les droits du football, contourne ça de façon diverse et variée. C'est-à-dire que plutôt que d'exposer les disciplines olympiques comme ils le faisaient avant, ils préfèrent mettre en scène un certain nombre de choses autour du football, même s'ils n'ont pas les images de football. Donc il y a quand même une volonté de rester concernant une entreprise privée, de rester sur les disciplines majeures, y compris lorsque l'on ne détient pas les droits de diffusion. Ça peut se faire avant, ça se faisait avec l'avant et l'après-match, et maintenant ça se fait même pendant le match. Donc effectivement, il reste le service public, et heureusement, pour pouvoir diffuser ces disciplines qui autrement ne seraient diffusées nulle part. Maintenant, je reviens sur ce que disait Daniel Bilalian, qui était notre patron il y a quelques années, et qui disait que pour pouvoir se permettre de diffuser des disciplines dites mineures, il fallait également avoir dans son portefeuille des disciplines majeures. Parce qu'autrement, on risquait de devenir transparent et inaudible. Donc je pense que le combat, il est sur les deux aspects. C'est-à-dire essayer de conserver des contrats, c'est ce qu'on fait, avec le Tour de France, avec Roland Garros, avec le rugby, avec des choses qui sont quand même très, très prégnantes. Et puis s'attacher à diffuser des disciplines moins importantes. Et je rejoins Pascal sur le fait de dire que la chaîne de sport réglerait effectivement tous ces problèmes-là. Moi qui ai un petit peu d'ancienneté dans le métier, je sais qu'on a vécu 2 moments forts où on a failli avoir des chaînes de sport, et à chaque fois il y a eu des lobbies suffisamment encore plus forts que nous pour nous empêcher de les faire, dans la mesure où il y avait sur le secteur privé des concurrents qui voulaient conserver leur prévalence dans ce domaine. Une dernière question, et si possible des réponses courtes et efficaces, si vous le voulez bien.
Il va falloir que je pose une question courte et efficace, ça ne va pas être gagné ça. Je voudrais vous interroger sur un angle mort de cette conversation. Si on croise le discours de Pascal Colomer et celui du professeur Richard Haynes, il semble que vous appréhendiez la diversité comme une pluralité de disciplines sportives et en aucun cas une pluralité de personnes qui pratiquent le sport. Et dans la présentation de Richard Haynes, il y avait les mots-clés pour moi, c'était « exposure up to normalization ». Et là, ce n'est pas une exposition jusqu'à la normalisation de certaines disciplines, c'est une exposition, une mise en visibilité d'individus qui ont été jusque-là minorisés, faiblement mis en visibilité dans le cadre sportif et dans d'autres cadres sociaux. Alors si je peux voler encore une minute, je voudrais dire quelque chose en décalé à une conversation qu'on a eue hier soir. Quel est l'enjeu de la diversité? Qu'est-ce que contient ce mot flou, polysémique, qu'on a peine en France à appréhender? L'enjeu de la mise en visibilité des personnes qui ont été jusque-là invisibilisées et minorisées, ça peut être traduit par une mathématique assez simple, à double entrée. Qu'est-ce que ça produit que de regarder le reflet, pour reprendre le terme employé par Jean-François? Qu'est-ce que c'est que regarder la télévision, écouter la radio, lire la presse écrite, et ne pas se voir dedans? Il y a une activiste noire américaine et poétesse, Adrienne Rich, qui dit c'est comme se regarder dans un miroir et ne pas se voir. Alors c'est un trouble individuel, mais c'est aussi un trouble social, parce que ça conduit les personnes qui ne se voient pas dans le reflet de la société à penser qu'ils ne sont pas membres à part entière de cette société. Ça, c'est la première entrée mathématique. La deuxième entrée mathématique, ne pas voir l'autre qui n'est pas nous-mêmes dans le reflet que font les médias de la société, ça conduit à quoi? Ça conduit à penser également que ces individus qui ne sont pas nous, que ce soit des femmes si on est un homme, que ce soit des personnes issues d'une minorité ethnique si on n'est pas d'une minorité ethnique, ne sont pas des membres à part entière de cette société. Donc, si vous voulez, c'est un trouble individuel pour chacun, mais c'est un trouble social. Et ce qui m'interroge énormément, c'est que le sport est un champ de la société dans lequel la mise en visibilité est extrêmement importante. Et j'en sais quelque chose parce que j'ai grandi dans un territoire de rugby où ma famille regardait continuellement le rugby et il n'y avait pas une femme mise en visibilité à l'époque. C'est vraiment... donc je vous interroge sur cet angle mort et que visiblement la BBC a pris en main, et la pluralité, elle était linguistique, de genre, d'âge et de discipline. Donc il n'est pas question que de disciplines mineures et majeures, mais de groupes majeurs ou majoritaires ou dominants et de groupes minorisés. Yes, I'll answer. Yeah, sure. Alors, j'ai mentionné dans ma présentation, effectivement, on a parlé de BBC Alba et de leur approche qu'ils ont. Ils ont essayé de couvrir le football féminin en particulier. Et je crois que 50% de la couverture du sport, c'est le foot sur BBC Alba. Et ça reste un problème, effectivement. Mais l'idée, c'est que dans la représentation du sport, vous avez tout à fait raison, c'est un miroir de chaque personne qui parle le gaélique, ça c'est important. Donc la couverture du football féminin, c'est un but stratégique de la chaîne. Le terme normalisation vient des compagnies de télévision elles-mêmes et un des managers, des commentateurs utilisent ces terminologies. Effectivement, ça fait partie de la terminologie. Si le langage n'est pas utilisé, il va disparaître. Donc la normalisation pour eux, ça veut dire qu'au moins pour les non-locuteurs du gaélique peuvent entendre que le gaélique existe. Et ça s'applique aussi à d'autres catégories sociales. En ce qui concerne le football féminin, ça c'est important parce qu'on peut voir des femmes à l'écran qui jouent. Là, ça c'est important d'un point de vue culturel, c'est significatif aussi. Dans le contexte écossais où les autres diffuseurs n'ont pas fait cela,
les choses changent doucement, très doucement. Ça pourrait aller plus vite, mais le championnat féminin n'est pas professionnel en Écosse. Les jeux des Highlands ont eu plus de couverture de la BBC et d'autres chaînes. Mais effectivement, pour faire des comparaisons, ce n'est pas toujours approprié en ce qui concerne l'économie du sport, mais la représentation du sport, et ça lien aussi aux attaches locales, au développement du sport, ça c'est très important au niveau local. Et effectivement, la dimension ethnique est effectivement très importante également. En Écosse, en termes de minorités ethniques, il y a plusieurs minorités ethniques. Le groupe dominant vient des personnes de l'Asie du Sud-Est qui sont intéressées par le cricket essentiellement. Donc, près de chez moi, il y a 2 clubs de cricket, et donc les joueurs viennent du Pakistan, par exemple. Et donc, ça, c'est très intéressant. Généralement, le cricket n'est pas associé avec la culture écossaise, ce qui est différent en Angleterre. Mais là encore, les Pakistanais, les Asiatiques, c'est un sport qui est très populaire chez eux. Donc, et maintenant, il y a des petites compagnies de production qui vont utiliser l'Internet et vous avez des couvertures en direct de ce niveau de cricket qui existe en Écosse. Mais là encore, le public est très faible. Mais il s'agit effectivement d'avoir une exposition, de permettre aux gens de pouvoir voir ce sport, effectivement d'améliorer la diversité. Et parce que la technologie est là pour faire ça, elle nous permet de faire ça. Donc c'est un défi social toujours, comme toutes les choses qui existent dans notre société patriarcale. Les hommes sont là et qui disent écoutez, ça c'est pas bon, il faut tout changer. On a eu le problème avec Miramax et Hollywood, et ça c'est intéressant aussi. Et ça arrive dans le sport. Et les femmes effectivement se dressent et disent effectivement il faut que les choses changent, mais pas les hommes. Les hommes, encore dans les zones de société patriarcale, ils ont le pouvoir, et je suis tout à fait conscient de cela, effectivement, qu'il y a ce problème à ce niveau, au niveau du genre là. Mais dans le contexte sportif, en tout cas, il est important. Comme vous l'avez dit, vous avez grandi dans une famille qui regardait le rugby, donc effectivement, c'est généralement pour les membres masculins de la famille. Comment la dynamique genrée va changer, on ne sait pas. Il y aura certainement différents miroirs qui vont apparaître et vont certainement permettre de refléter l'image des minorités. C'est vrai qu'on ne l'a pas abordé parce que moi je pensais d'abord qu'Hélène Camouillet avait peut-être dit des choses hier sur qui est à France Télévisions et qui s'occupe notamment de toutes les questions de diversité, mais et je voulais pas ramener simplement faire une défense et illustration de ce qu'on est amené à faire en la matière, parce que c'est un engagement de celles et ceux qui à la direction des sports, mais aussi dans les autres directions, estiment que c'est notre rôle de jouer sur ce aspect miroir, et que il y a un vrai retard globalement en matière de retransmission sportive. Je regardais les chiffres sur le nombre d'heures de sport, toutes chaînes confondues. Évident qu'il y a des disciplines purement féminines, par exemple, qui ne trouvent pas place sur aucune des chaînes payantes de sport. On pourrait faire la même remarque sur le handisport, où les chaînes qui consacrent 24 heures sur 24 de leur antenne au sport consacrent 0 heure au handisport. Alors le débat, il a souvent lieu avec les gens de France Télévisions, parce qu'on organise souvent des rencontres et on aime évoquer l'engagement qu'on peut avoir sur ces thèmes-là, et on aime en débattre. Donc du coup, souvent la conversation se limite à un débat entre ceux qui regardent ce qui se passe à la télé et les acteurs de France Télévisions. Donc je regrette moi souvent que les autres diffuseurs ne se mêlent pas à la conversation, en l'occurrence. Mais sur ce qui est du sport féminin, par exemple, France Télévisions est un petit peu à part. Il se trouve qu'en ayant les droits des Jeux Olympiques, par exemple, été et hiver,
on ne fait aucune distinction entre le sport masculin et le sport féminin, parce que les disciplines sont masculines et féminines, et on les diffuse aux Jeux Olympiques ou Championnat du monde d'athlétisme, Patrick est là. On ne se dit pas on va diffuser X heures de discipline masculine et X heures de discipline féminine. Non, on a un programme qui est établi et il est diffusé tel quel. On ne se dit pas attention, on est en retard sur les disciplines féminines, on va équilibrer. On n'est pas sur des comptes d'apothicaire pour faire un nombre d'heures égal. La compétition elle-même est mixte. Après, il y a toute une série de compétitions où effectivement, le football qui est hyper présent sur énormément de chaînes, le football féminin a encore du mal parce qu'il s'est professionnalisé récemment en France, que les grands clubs ont créé des sections féminines qui a une date récente, donc on n'a pas encore la même puissance marketing, il n'y a pas autant d'argent des sponsors, il n'y a pas une professionnalisation comme on peut l'avoir chez les hommes. Il n'empêche que sur un événement comme l'Euro féminin, qui a eu lieu l'été dernier, et dont France Télévisions avait acquis les droits. Pourquoi ? Parce qu'il n'atteignait pas des sommets en termes d'argent, parce qu'il n'y a pas encore autant d'acteurs prêts à dépenser des fortunes pour le foot féminin, il faut dire les choses. Tant mieux, ça nous a permis, nous, de diffuser la quasi-totalité des matchs et de pouvoir prouver qu'en diffusant un match de l'équipe de France de foot féminine en prime time sur France 2, on a 3,5 millions de personnes qui sont devant leur télé. Alors, il y en a 7 millions pour voir un match des hommes. OK. Mais au mois de juillet, on a 3,5 millions de personnes qui venaient voir le parcours, certes chaotique, des filles de l'équipe de France, mais qui sont devant leur télé pour découvrir souvent, parce que peu le regardent le reste de l'année, puisque les droits sont acquis par Eurosport et qu'il y a peu de matchs en clair. Mais ma faiblesse de penser que ça a pu inciter un certain nombre de gens, de parents, à dire à leurs enfants, à leurs filles, voilà, il y a des clubs de foot qui sont ouverts, est-ce que ça t'intéresse de faire du foot ? C'est évidemment un formidable outil de promotion du foot féminin. Idem pour le rugby. Pour le coup, le rugby féminin, on avait une Coupe du Monde cet été, 3 millions de personnes pour regarder les filles de l'équipe de France en Coupe du Monde de rugby qui avait lieu en Irlande cette année. Ça, c'est une vraie fierté pour France Télévisions. Dans l'été, alors oui, les championnats du monde d'athlétisme ont très bien marché, le Tour de France a très bien marché, mais à la sortie de l'été, quand les dirigeants des chaînes et nous-mêmes on fait le bilan de l'été, ce qu'on remarque, c'est que des sports qui, d'ordinaire, n'ont pas vraiment leur place dans les grilles des grandes chaînes en clair, si ce n'est France Télé, et pas du tout dans les chaînes payantes de sport, pour peu qu'on les propose, il y a un public, donc il y a un vrai potentiel et on a le sentiment d'avoir rempli notre mission là-dessus. Idem sur les mondiaux de handisport que Patrick a commenté à Londres, qui avait lieu avant les championnats du monde d'athlétisme. Le handisport, il n'y en a quasiment jamais sur les antennes des autres chaînes de sport, enfin sur les chaînes de sport, et on ne les a pas non plus sur les autres chaînes en clair. Et on a vu à quel point la diffusion des Paralympiques à Rio, par exemple, avait pu éveiller quelque chose chez beaucoup de téléspectateurs, parce qu'on a pu proposer une diffusion en début de soirée sur France 4 et en deuxième partie de soirée tous les jours sur France 2. C'est un vrai engagement de France 2 en la matière. Et on peut poursuivre sur le handisport, sur les mondiaux d'athlétisme. On va encore diffuser des dizaines d'heures sur les Paralympiques d'hiver au mois de mars prochain. Bien sûr qu'on peut toujours faire plus en dehors des grands événements, mais en discutant très régulièrement avec les fédérations concernées, c'est un coup de projecteur qui est essentiel pour eux, pour que pas simplement au niveau de la compétition ou du haut niveau, voilà, il y a un vrai sentiment de fierté, de satisfaction de voir son sport à la télé, mais au niveau de la pratique, et on sait comme c'est compliqué parfois parce qu'il faut des structures adaptées, je parle là du handisport, pour que aussi quelqu'un qui a un handicap considère que oui, il peut faire du sport, oui, il y a des clubs qui l'attendent, qui peuvent l'accueillir, et ces rendez-vous-là, pour nous, là on dit on fait notre boulot, on remplit notre mission, parce que non seulement on retransmet, mais on a autour de nous des consultants
qui sont impliqués dans l'handisport depuis des années et qui vont faire œuvre de pédagogie, qui vont donner envie au public de pratiquer, qui vont casser des barrières, et on estime que là on est au cœur de notre mission. Moi, ce que je regrette, encore une fois, c'est qu'il n'y ait pas de compétition. On a beaucoup parlé de compétition, de concurrence entre les groupes, des concurrences au niveau mondial. Là, il n'y a pas de concurrence. Là, c'est sûr, France Télévisions, on a encore la capacité de s'acheter les droits. Je peux vous dire que 2024, c'est 2 contrats différents, hein. Donc Discovery, ils ont les Jeux de 2022-2024, mais les Paralympiques de 2024, c'est un autre contrat, et c'est encore la fédération handisport qui gère et qui propose aux chaînes. On verra. Moi, j'espère qu'il y aura une grosse compétition et qu'on pourra dire « Désolé, mais tel groupe a mis des milliards sur la table, on n'a pas pu concurrencer. » Malheureusement, ou heureusement, je pense que France Télévisions sera encore en pointe sur ce contrat-là, parce que on est dans une logique financière et une logique d'audience pure pour certains groupes. France Télévisions, ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas le cas. Et on a de fortes chances d'avoir les Jeux paralympiques en 2024 sur France Télévisions.